Bonjour à toutes et à tous. Donc, je laisserai Jean-Claude commencer la présentation et je poursuivrai sur le détail au niveau des programmes. Oui. Moi, juste une seconde, je vais faire un espace confortable. Alors, donc on est très heureux d'être ici ce matin pour vous présenter les différents parcours d'études possibles à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. On va profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur certaines nouveautés, que ce soit au niveau des programmes d'études ou encore des épreuves d'admission. La Faculté de musique, c'est un corps enseignant de 160 professeurs et chargés de cours qui partagent chaque jour leur expérience et leur savoir avec quelques 650 étudiants par trimestre. Pas moins de 600 événements sont présentés chaque année à la faculté. Nos étudiants peuvent notamment être applaudis dans 3 salles de concert, dont la fameuse salle Claude Champagne, qui compte quelques 950 places et est reconnue pour son acoustique exceptionnelle. L'une des grandes forces de notre établissement, c'est la cohabitation de 3 grands secteurs d'études complémentaires. En fait, ces secteurs-là travaillent en étroite collaboration. Ça permet d'enrichir significativement le parcours des étudiants tout au long de leurs études. On offre de nombreux programmes de premier, de deuxième et de troisième cycle, que ce soit en composition ou en création sonore, en interprétation classique ou jazz, ou encore du côté des études théoriques. Vous l'aurez compris, les parcours sont donc multiples. On vous propose donc une vue d'ensemble des différents programmes selon nos 3 grands secteurs. Merci. Alors, donc, comme Jean-Claude l'a dit, on a 3 secteurs différents. Musicologie avec de l'ethnomusicologie, c'est un secteur théorique, un secteur composition et puis un secteur interprétation. Alors, je commencerai par le secteur composition et création sonore. Nous avons 4 baccalauréats différents parce qu'on tient particulièrement à la diversité de l'apprentissage des langages musicaux à la faculté de musique. Donc, nous avons un baccalauréat en écriture musicale, un autre en composition instrumentale, un autre en composition mixte, qui a émergé plus récemment, et un autre en musique numérique. Ces baccalauréats ont évidemment des fondamentaux qui sont communs, mais évidemment, le bac en musique numérique ou en composition mixte peut demander plus de compétences en informatique musicale que les 2 autres baccalauréats. On peut rentrer dans ces baccalauréats par l'intermédiaire de programmes courts, qui sont des mineurs et des majeurs. Donc, une mineure, c'est 30 crédits, une majeure, c'est 60 crédits, et puis le baccalauréat, c'est 90. Donc, on peut rentrer dans la mineure, progresser avec la majeure, et puis terminer dans un baccalauréat. Évidemment, la mineure en écriture musicale et la majeure en écriture musicale sont parfaitement gigognes avec le baccalauréat en écriture, de même que la mineure en musique numérique et la majeure en musique numérique avec le bac en musique numérique. Mais on peut très bien commencer par une mineure en écriture, faire une majeure en écriture et puis passer dans un baccalauréat en composition instrumentale ou même en composition mixte. Il n'y a pas d'incompatibilité majeure entre certaines mineures et puis majeures et nos baccalauréats. Chacun des baccalauréats aboutissent évidemment à un programme de maîtrise qui, lui, est beaucoup plus mixte dans le sens où les étudiants il peut y avoir des échanges entre les professeurs, donc il n'y a pas de spécialisation au niveau de la maîtrise. Récemment, il faut savoir qu'on vient d'offrir une maîtrise internationale qui est partagée, qui se déploie dans 4 pays différents, la France, la Belgique, l'Italie et le Canada. C'est un programme contingenté où il y a 16 étudiants qui seront accueillis chaque année. Voilà, donc c'est une possibilité de rentrer dans nos programmes de composition par les mineurs. En général, les mineurs demandent moins de formation académique en musique. Bon, il est évident que la mineure en écriture musicale, c'est, disons, la mineure peut-être la plus difficile à la faculté de musique parce qu'il y a déjà du contrepoint, il y a déjà d'écriture à l'intérieur, donc elle est quand même assez solide. Mais les étudiants peuvent cheminer plus facilement et ils peuvent combiner les mineurs et les majeurs avec d'autres programmes. On a d'autres mineurs et majeurs dans d'autres secteurs, ou alors ils peuvent très bien prendre une mineure en musique, disons une majeure en musique numérique et puis une mineure en jeux vidéo à la faculté des arts et des sciences, par exemple. Donc, il y a des combinaisons possibles dans nos programmes de mineurs et de majeurs. Je vais avancer. Voilà. Oh, pardon. Dans ce sens-là. Les programmes en interprétation. Donc, on a, disons, 3 sous-secteurs en interprétation, instruments classiques, chant classique et jazz, parce que ces 3 sous-secteurs demandent des spécialités particulières. Je commencerai par le bac en interprétation en instruments classiques. Il a été revu, il va être donc à jour pour l'automne qui arrive, là. Il y aura 3 orientations dans ce bac en instruments classiques. Une orientation pour les instruments d'orchestre, une autre orientation pour les claviers, dont les pianos essentiellement, et une autre
orientations pour les autres instruments, guitare et surtout musique ancienne, pour ceux qui veulent faire de la musique ancienne. Donc l'avantage d'avoir ces 3 orientations, c'est que les instruments d'orchestre ont besoin d'une spécialité plus approfondie dans la musique de groupe, et puis aussi les lectures, la lecture à vue, les traits d'orchestre, enfin tout ce qui prépare au métier d'instrumentiste à l'intérieur d'un orchestre. Donc ils seront très très bien préparés à l'intérieur de ce bac qui a avec ces 3 cheminements différents. Les pianos ont un accent plus particulier sur l'harmonie, tout ce qui est langage harmonique. Donc il y avait des petites différences entre les secteurs instrumentaux qu'on a voulu signaler à l'intérieur de ce bac, de façon à ce que les étudiants cheminent plus facilement. Le baccalauréat en interprétation chant classique, évidemment, le bloc obligatoire est composé d'énormément de dictions lyriques dans toutes sortes de langues et de lectures. Le baccalauréat en interprétation jazz, alors c'est le seul programme de la faculté de musique à être contingenté à cause des combos qui sont à l'intérieur du bloc obligatoire. Les combos, c'est des formations instrumentales particulières. Donc évidemment, on a un nombre de combos limité et le contingentement est fondé sur la possibilité de combler et de former ces combos jazz. C'est notre spécialité à l'Université de Montréal de former les étudiants à jouer en studio et puis à jouer ensemble dès le bac à l'intérieur de conditions vraiment de réel, de professionnel. Donc, ce bac-là est contingenté. L'avantage, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait des instrumentistes qui soient capables, qui aient le niveau de rentrer dans le bac en interprétation jazz, mais à ce moment-là, on n'a plus de place, on les met sur une sorte de liste d'attente et on leur suggère de commencer par le bac en musique, l'ancien bac général, je vous en parlerai tout à l'heure. Et l'avantage, c'est qu'ils ont quand même 1 heure de cours individuels d'instruments. Et ils ont accès à tous les cours du bac en interprétation jazz, sauf évidemment les combos. Donc, ce n'est pas une année du tout perdue pour eux. Ils sont sur cette liste d'attente. Et puis, si des fois, il y a des désistements, on va les chercher. La majeure en composition et arrangement en jazz, c'est un profil un petit peu particulier. Parfois, les étudiants se présentent en bac en interprétation jazz, et on se dit, bah, toi, ton profil, ça serait plutôt composition et arrangement. Donc, on leur propose de rentrer dans la majeure en composition et arrangement jazz. Il faut savoir que, par exemple, cette majeure en composition et arrangement jazz peut parfaitement se combiner avec notre mineur en écriture dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir une solide formation en écriture, en composition, en arrangement, qui est quand même très demandée dans le milieu du jazz. Évidemment, tous ces programmes ont des programmes subséquents au cycle supérieur spécialisés, que ce soit en instrument, en chant et en jazz, où on a ouvert une maîtrise en interprétation et composition jazz très récemment, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Je passerai au programme de musique dans le secteur théorique. Nous avons 2 baccalauréats, un baccalauréat en musicologie et un baccalauréat en musique. La différence entre les deux, c'est le bloc obligatoire, tout simplement, parce que le reste de la structure du programme est quasiment la même. Le bloc obligatoire en musicologie est composé de tous les cours d'histoire par période, parce que c'est la formation classique, j'allais dire, d'un musicologue, contrairement au bac en musique où la formation est beaucoup plus diversifiée. Je vous parlerai plus précisément du bac en musique tout à l'heure. Il faut savoir que ces 2 bacs ont un parcours au nord. Ça veut dire qu'un étudiant peut prendre 12 crédits dans des cours de cycle supérieur, de façon à avoir un avant-goût de ce qui se passe s'ils veulent éventuellement poursuivre à la maîtrise, que ce soit sous forme de sujets spéciaux ou sous forme de séminaires. Vous pouvez également rentrer dans ces bacs par l'intermédiaire d'une mineure et d'une majeure, la mineure en musique, histoire et société et la majeure en musique, histoire et société. Ces 2 programmes sont donc parfaitement compatibles avec l'un et l'autre des baccalauréats. La mineure en musique, histoire et société ne demande pas de formation musicale académique, la mission se fait sur dossier et il y a parfois à l'intérieur de cette mineure-là des cours de mise à niveau qui, pour les étudiants qui veulent vraiment poursuivre en musique et pas combiner cette mineure avec une autre discipline, vraiment se mettre à jour et puis pouvoir poursuivre facilement dans tous nos programmes par la suite, nos baccalauréats. On a créé récemment un certificat en musique et art. Ce certificat en musique et art, on a une collaboration de longue date avec la Faculté des Arts et des Sciences et en particulier le département d'Histoire de l'Art. Et c'est un caractère un petit peu plus professionnalisant pour les personnes qui ont des compétences en art et qui veulent avoir des compétences en musique ou inversement. Donc, il est possible de faire ce certificat et de partir ensuite dans nos programmes majeurs et puis baccalauréat. Mais en général, la clientèle d'un certificat est déjà dans le monde professionnel. C'est un petit peu différent, mais ça donne une diversité de programmes intéressante au niveau du secteur théorique. Il faut savoir qu'on est la seule université francophone à enseigner l'ethnomusicologie aussi, ce qui n'est pas négligeable.
Un petit zoom sur le baccalauréat en musique. Vous avez certainement entendu parler du bac général en musique. C'est autrefois, ça a été remplacé par le baccalauréat en musique. On a réformé ce bac pour avoir vraiment donné une formation musicale solide et une formation intellectuelle beaucoup plus solide et avoir une identité musicale beaucoup plus forte à l'intérieur de ce baccalauréat. Donc c'est un baccalauréat qui a 3 orientations. Enfin, c'est pas vraiment des orientations, c'est des axes. Il y a des axes, un axe fondamental, un axe plus avec des cours en psychoacoustique, des cours sur le droit en musique, des cours sur comment écrire sur la musique. Donc ça, c'est l'axe connaissance musicale spécialisée. Et puis un axe pratique instrumentale. Habituellement, dans nos bacs, autrefois dans le bac général, il y avait beaucoup de jazzman. Il y en a toujours beaucoup. Il y a 40% d'étudiants qui sont dans ce bac et qui ont un instrument jazz et qui voulaient faire du jazz. Donc on a réformé ce bac de façon à ce qu'ils aient accès à beaucoup de cours qui existent dans le bac en interprétation jazz. Par exemple, les cours de solfège dicté, jazz, les cours d'harmonie jazz. Il y a des cours de jam session, il y a des cours d'improvisation auxquels ils ont accès. Ce qui fait que les étudiants qui ont un instrument jazz et qui ne rentrent pas nécessairement dans le bac en interprétation jazz en raison du contingentement assez serré, ont vraiment une belle offre de cours au niveau de jazz dans ce bac en musique. Ça, c'est récent. Il y a des cours en musique traditionnelle aussi. Et puis, il y a une pratique instrumentale qui est possible tout au long du bac. Il faut savoir que dans nos bacs en musique ou en musicologie, vous pouvez faire 3 semestres d'instruments avec un cours individuel d'instruments. Mais vous pouvez après poursuivre dans des ensembles de musique de chambre ou dans des grands ensembles ou des petits ensembles. Donc, quelqu'un qui rentre dans un bac en musique, que ce soit en musicologie ou le bac en musique, peut avoir de la pratique instrumentale tout au long de son parcours de bac. Donc le parcours au Nord, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que on a ces 3 grands secteurs, c'est un petit peu résumé. Vous pouvez rentrer dans chacun de ces bacs par des mineurs et puis progresser dans la majeure et puis après rentrer dans le bac. Ça peut être avantageux pour certains étudiants qui peut-être ne savent pas exactement où aller parce que parfois ils commencent par une mineure une mineure en musique, art et société puis ils disent moi finalement c'est l'écriture qui m'intéresse et ils peuvent bifurquer selon les cours qu'ils ont pris dans une majeure en écriture. Donc il y a un cheminement possible quand même dans nos 3 secteurs. Et ces 3 bacs donnent souvent accès à des programmes courts qui ont beaucoup de succès. Le DESS, par exemple, en musique numérique, a beaucoup de succès. L'autre DESS en répertoire d'orchestre, notamment en interprétation. Puis l'autre DESS en médiation de la musique, qui a été créé récemment dans le secteur théorique, a beaucoup de succès parce que ça donne une prise directe avec le monde professionnel. Et puis, vous avez évidemment la maîtrise internationale dont je vous ai parlé, qui est un programme récent et puis qui promet d'avoir pas mal de succès. Et tout ouvre sur le 3e cycle au niveau du DEPA et puis des doctorats ou du PhD en musicologie ou ethnomusicologie. Je vais laisser reprendre le plateau. Alors, au niveau du dépôt des demandes d'admission, il y a 2 dates qu'il faut garder en tête. D'abord, le 1er février pour tous les programmes, sauf les programmes d'interprétation jazz. Les candidats qui vont déposer leur demande d'admission à cette date vont être conviés aux épreuves d'admission qui auront lieu le dimanche 18 février 2018. Ils auront aussi l'avantage de recevoir une réponse beaucoup plus tôt puis d'être fixés donc, pour le trimestre d'automne à venir. Ils recevront une réponse au début du mois de mars. En ce qui concerne les candidats, en fait, pour tous les candidats, incluant ceux en jazz, il y a toujours la date du 1er mars qui demeure en vigueur pour le dépôt d'une demande d'admission. Les épreuves d'admission pour les candidats de cette 2e vague auront lieu cette année le 18 mars 2018. La réponse de l'université va suivre début du mois de mars environ. Sinon, en fait, au cours des dernières années, on a vraiment allégé significativement nos processus d'admission pour offrir aux candidats une expérience qui soit vraiment moins éprouvante. Pour les épreuves d'admission, que ce soit lors de la journée du 18 février ou du 18 mars, donc les candidats vont être convoqués à une audition instrumentale ou encore à une entrevue selon le programme d'études visé. Pour ce qui est au niveau de l'interprétation, de la musicologie et pour certains programmes en composition, les candidats vont également avoir à se présenter à un examen de dictée musicale. À la suite de cet examen de dictée, selon le résultat, certains candidats pourraient être convoqués par le jury à un examen de solfège. Et puis ça, c'est simplement pour clarifier leur niveau et s'assurer vraiment que leur classement sera fait de façon juste. Puis contrairement à ce qui se faisait avant, toutes les épreuves d'écriture, des théories musicales, de rédaction, ça a pu lieu lors des épreuves d'admission, mais bien
au moment quelques jours avant leur rentrée universitaire en août. Ça allège vraiment, puis ça enlève un stress immense aux candidats en général. Et puis, un point important à noter, tous ces tests-là, donc les tests tous les tests pardon, je m'enfarge dans mes mots, je parle trop vite. Donc, en fait, les tests d'écriture, de théorie musicale et de rédaction, ce ne sont pas des épreuves qui sont éliminatoires, mais ce sont bien des tests de classement. C'est vraiment simplement pour répartir les étudiants dans les bons groupes, puis faire en sorte que leur cheminement soit adéquat. Et même s'ils sont classés dans des groupes de mise à niveau, rassurez-vous, ils vont vraiment recevoir une formation très solide, puis ils ne perdront surtout pas leur temps. Enfin, je l'ai mentionné tout à l'heure, la faculté de musique présente 600 événements par année. C'est autant d'occasions pour les cégepiens d'entendre et de découvrir ce qui se fait chez nous. Je pense notamment aux concerts donnés par l'Orchestre de l'Université de Montréal, par l'Atelier d'opéra, par le Big Band, par l'ensemble de musique contemporaine, à notre série de concerts Ultrason qui met en lumière le talent de nos étudiants en musique numérique, à tous les récitals de fin de cycle ou encore aux colloques et aux journées d'études. En plus de ces grands événements-là qui font partie de notre calendrier régulier, il est aussi possible de mettre sur pied des plus petites activités, des activités sur mesure en fonction de l'intérêt des candidats. C'est pour leur permettre de découvrir les différents parcours possibles en musique, pour les aider à clarifier un choix et pour leur faire vivre un avant-goût de l'expérience qui les attend à la faculté de musique. On peut penser à des visites en groupe restreint ou des visites individuelles de type étudiant d'un jour, par exemple. Et puis pour ces activités qui sont offertes sur demande et puis qui sont gratuites, il suffit simplement de communiquer avec moi. On est toujours très heureux d'accueillir de futurs étudiants chez nous. J'ajouterais juste que dans les activités, on a un centre de recherche qui s'appelle l'OICRM, l'Observatoire international de la création et de la recherche en musique, ce qui fait que des étudiants qui sont au bac sont facilement engagés comme auxiliaires de recherche et peuvent déjà commencer à travailler en poursuivant leurs études et puis à voir un petit peu auprès des professeurs comment on travaille à l'intérieur d'un projet de recherche. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, des journées d'études, des colloques, donc ça peut être vraiment, c'est un milieu de vie assez diversifié et puis assez dense à la faculté de musique. Voilà. Bien voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, mais c'est le moment de les poser. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur le bac en musicologie. En fait, c'est unique ici. Ça l'amène où? C'est quel genre de profil d'étudiant qui choisit ce baccalauréat-là? C'est des étudiants qui sont intéressés souvent par l'histoire, comme je dis, parce que le bloc obligatoire est rempli de cours d'histoire. On parle du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine. Donc, je veux dire, il y a 5 ou 6 cours d'histoire qui sont vraiment obligatoires. C'est des étudiants qui ont envie de travailler dans les institutions musicales. Il y a du journalisme musical, de la médiation musicale, tous ces profils-là. Et puis après, évidemment, la plupart des étudiants en musicologie poursuivent à la recherche. Ils poursuivent en maîtrise et ils poursuivent après, souvent, quand ils ont les compétences, ils poursuivent au doctorat. Donc c'est un profil il peut être très diversifié. Je veux dire, il y a des étudiants qui commencent aussi par un bac en musicologie, puis après, ils vont faire une maîtrise en communication ou ils choisissent une autre orientation apparaît à partir de leur maîtrise. Mais il faut être intéressé par l'histoire, c'est certain. L'histoire analyse les aspects plus théoriques de la musique. D'autres questions? Merci. Un étudiant qui n'a pas le background théorique en musique, qui voudrait passer probablement par la mineure. Là, il faut qu'il passe par une mineure. La mineure la plus facile pour lui, c'est la mineure en musique, histoire et société, parce que y a des gens qui ont des compétences musicales, mais qui n'ont jamais de parcours académique avéré. Donc à ce moment-là, ça leur permet vraiment de se mettre dans le moule, quoi, de pouvoir commencer à vraiment apprendre l'écriture, le solfège, l'analyse, avec des normes et des paramètres particuliers. Puis en général, ça se passe toujours très bien. S'ils ont un bon background en musique, ils ont appris le piano, je veux dire, sur un certain nombre d'années, je veux dire, c'est pas simplement un intérêt pour la musique, il faut quand même avoir fait de la musique pendant quelques années, mais pas avoir de formation dans un conservatoire ou formation académique particulière. Donc à ce moment-là, il peut commencer par une mineure et puis voir s'il chemine bien, ou alors il peut commencer par une mineure, prendre la mineure et puis après peut-être la combiner avec une majeure en psychologie pour entrer dans le fameux bac dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est aussi un bac qui est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la musique et puis au rapport entre musique et cerveau, parce qu'il y a une bonne composante musicale, il y a une orientation musique dans ce bac-là. Il y a neurolinguistique et puis il y a musique aussi. On participe avec beaucoup de cours de la faculté de musique à l'intérieur de ce bac-là. Donc c'est des parcours qui peuvent être vraiment intéressants, un peu en fonction du projet de vie. Ça peut être intéressant.
Oui, bonjour. Pourriez-vous nous donner des exemples de thématiques ou de sujets de recherche ou en tout cas de cours en ethnomusicologie? En ethnomusicologie, on a pas mal de... en ce moment, on travaille sur les populations autochtones, évidemment. Et puis, on a un gros projet sur Montréal et les populations issues de l'immigration à Montréal. Il y a des étudiants qui travaillent, j'en ai plusieurs qui travaillent dans les communautés autochtones en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent avec eux, heureusement. Mais il y en a beaucoup qui travaillent sur les Philippines, dans le monde, qui décident de partir loin, ou alors au contraire de faire des projets sur les communautés du Québec ou du Canada. C'est des possibilités. Vous parliez de l'ethnomusicologie seulement, hein, si j'ai bien entendu votre question. Oui. Musique du monde, c'est large. Je veux dire, donc il y a les aspects très traditionnels, je veux dire, de l'ethnomusicologie, où on fait du terrain. C'est aussi très hybride avec l'anthropologie. Il y a beaucoup de points communs, anthropologie, ethnologie. On touche aussi parfois à la linguistique, mais... Est-ce qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à la musicothérapie? Nous n'offrons pas malheureusement la musicothérapie chez nous, mais il y a des étudiants souvent qui s'intéressent à ça et puis quand ils voient le bac en neurosciences, qui finissent par bifurquer vers ce bac-là. Mais c'est sûr que nous n'offrons malheureusement pas de formation en musicothérapie. Pardon, je n'entends pas la question, je m'excuse. Est-ce que vous savez où les diriger? Oui, il y a Concordia qui offre la musicothérapie à ma connaissance. Mais pour faire de la musicothérapie, il faut une majeure en musique. Donc, les étudiants peuvent commencer par une majeure en musique et puis après continuer sur des études supérieures en musicothérapie. C'est généralement ce qu'ils font. On prend une mineure en psycho, une majeure en musique chez nous. Et puis, s'ils ont vraiment envie de faire de la musicothérapie, ils poursuivent dans une autre université. Pouvez-vous un peu plus élaborer le nouveau certificat en musique et art, s'il vous plaît? Oui. En fait, il y a, disons, le bloc obligatoire de ce cours-là. Il y a des cours transversaux, courants historiques en musique et art, qui font des relations entre la musique et puis les différents courants de pensée. Et puis, il y a un bloc complet qui vient de cours qui sont issus du département d'histoire de l'art. Il est quand même très orienté musique ancienne, art ancien, je veux dire jusqu'à l'époque baroque. Il y a beaucoup de cours qui portent sur cette période-là. Et puis, il y a quelques cours qui portent aussi sur la musique, sur la période plus contemporaine, là. Mais je dirais qu'il y a un accent particulier qui est mis sur la période Moyen-Âge, Renaissance et baroque à l'intérieur de ce certificat. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de relations avec le musée des Beaux-Arts aussi. Et puis, on sait que la plupart des musées commencent à organiser une programmation musicale en lien avec des expositions temporaires. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant pour des gens qui travaillent dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une petite question pour Nathalie. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une nouvelle campagne publicitaire qui a été lancée pour l'Université de Montréal. Alors, il y a eu des capsules à la télévision et il y a également des affiches qui sont un peu partout dans la ville de Montréal. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur de Montréal, mais je sais qu'il est dans la ville. Et Nathalie fait partie d'une des têtes d'affiche. Je pense que ça en vaudrait la peine que tu dises quelques mots là-dessus, un peu sur le projet de recherche, parce que je pense que ça démontre vraiment la diversité de ce qui peut se faire en termes de collaboration avec la faculté de musique. C'est ça. On a un projet qui se fait en collaboration avec l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, et puis on a créé une école musicale à Saint-Rémy, et puis avec la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, on a créé une prématernelle et une maternelle musicale, à vocation musicale. Donc on a une école des jeunes à la faculté de musique. Donc on s'est organisé pour faire un programme vraiment spécialisé chez les tout petits. Et puis on étudie en même temps l'impact de l'apprentissage musical qui peut être intensif. Hein. Ils ont deux programmes, un semi-intensif et un intensif, avec des cours privés, individuels en piano, violon, rythmique, etc., chorale. Et on essaye de voir quel est l'impact de l'apprentissage musical sur justement le développement cognitif, le développement moteur des enfants. Et c'est un projet qu'on a en collaboration avec la faculté de médecine, avec la faculté de sciences de l'éducation, puis donc la faculté de musique. On travaille tous ensemble sur ce projet-là. On a d'autres projets où on a implanté disons, de l'éducation musicale en parascolaire, donc des écoles, disons, défavorisées. Ça s'appelle la classe enchantée aussi. Ça, c'est une initiative de l'école des jeunes. On a plusieurs partenaires dans ce projet-là. Donc, on travaille
travaille vraiment sur l'éducation musicale en commençant par les tout petits, puis on essaye de rejoindre les plus grands jusqu'au cégep, et on travaille en collaboration avec les secondaires et les cégeps. Mais on a vraiment l'ambition de pouvoir développer à la fois l'éducation musicale et puis surtout de travailler sur qu'est-ce que ça développe en fait de faire de la musique d'un point de vue cognitif quand on est tout petit, et puis jusqu'à quel âge ça peut avoir un impact important sur le développement de l'enfant. Voilà, on a des projets dans ce sens-là. Merci d'y avoir fait référence.